Imaginez que l'approvisionnement en eau s'effondre. Pas pour quelques heures, ni pour quelques jours, mais pour des semaines. Les tuyaux restent secs, les magasins sont vides, et la seule chose qui vous sépare du danger réel est ce que vous avez stocké dans votre sous-sol. Cela vous semble extrême? Souvenez-vous alors de la catastrophe de la vallée de l'Ar, des étés de sécheresse de ces dernières années et des rapports sur l'effritement des infrastructures dans les villes allemandes. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, très peu de gens ont un plan pour le moment où le robinet s'arrête soudainement de couler. Aujourd'hui, je vais vous montrer un système que les ingénieurs connaissent depuis des siècles, qui ne coûte presque rien et qui vous offre une sécurité hydrique sans que vous ayez à y penser constamment. Un système d'eau auto-remplissant pour 12 euros. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique appliquée que nos ancêtres ont perfectionnée et qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander une faveur. Si vous voulez vivre une vie autodéterminée, si vous cherchez la sécurité pour votre famille et si vous ne voulez pas dépendre de systèmes qui peuvent échouer à tout moment, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune information qui pourrait être cruciale pour vous et donnez un pouce bleu à cette vidéo si vous pensez que plus de gens devraient connaître des solutions comme celle-ci. Restez jusqu'à la fin, car c'est là que je rassemblerai tout et que je vous montrerai pourquoi ce système peut faire toute la différence dans un monde incertain. Commençons par une vérité inconfortable. Nous vivons à une époque où nous croyons avoir tout sous contrôle. Nous ouvrons un robinet et l'eau coule toujours de manière fiable. Nous avons oublié que c'est un privilège, pas un acquis. Nos grands-parents le savaient encore. Ils avaient des puits, des citernes, des récupérateurs d'eau de pluie. Ils avaient des systèmes qui fonctionnaient même lorsque l'approvisionnement central échouait. Aujourd'hui, nous sommes complètement dépendants. Une coupure de courant, une rupture de canalisation, un événement climatique extrême, et nous nous retrouvons les mains vides. La question n'est pas de savoir si une telle situation se produira. La question est de savoir quand elle se produira et si vous y êtes préparé. Le système dont nous parlons aujourd'hui est basé sur un principe aussi vieux que la civilisation elle-même, mais presque oublié par l'homme moderne. On l'appelle la gestion passive de l'eau. Cela signifie que vous utilisez des processus naturels pour collecter, stocker et remplir automatiquement l'eau sans avoir à intervenir constamment. Sans pompe, sans électricité, sans technologie compliquée. Juste des lois physiques simples qui fonctionnent toujours, quoi qu'il arrive. Les ingénieurs de la Rome antique l'utilisaient pour approvisionner des villes entières. Les peuples du désert ont survécu dans les régions les plus inhospitalières grâce à cela. Et vous pouvez utiliser le même principe pour vous protéger, vous et votre famille. Maintenant, vous pensez peut-être que cela semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Au contraire, les meilleurs systèmes sont les plus simples, car ils comportent le moins de pièces susceptibles de tomber en panne. Ce que vous allez construire se compose de 4 éléments de base qui créent ensemble un système intelligent et autorégulateur. Aucun de ces composants ne coûte cher. Vous pouvez trouver la plupart d'entre eux dans un magasin de bricolage ou même d'occasion. Mais la valeur qu'ils vous apportent est inestimable. Nous parlons ici d'une véritable indépendance. La sécurité de savoir que vous avez toujours accès à de l'eau propre, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Avant de passer à la mise en œuvre pratique, laissez-moi vous montrer la vue d'ensemble. L'eau n'est pas seulement une ressource, c'est le fondement de tout. Votre corps est composé à plus de 60% d'eau. Vous pouvez survivre des semaines sans nourriture, mais seulement quelques jours sans eau. Et il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit d'hygiène, de cuisine, de jardinage et de toutes les choses qui font une vie humaine digne. Les peuples qui ont compris comment maîtriser l'eau ont toujours été ceux qui ont survécu et prospéré. Des Nabatéens à Pétra, qui ont construit une ville florissante au milieu du désert, aux rizières en terrasse d'Asie du Sud-Est, qui fonctionnent depuis des millénaires grâce à des systèmes d'irrigation ingénieux. Le savoir est là. Il nous suffit de le redécouvrir et de l'adapter à notre situation moderne. Qu'est-ce qui rend un système auto-remplissant? C'est le cœur de tout, et c'est là que ça devient passionnant. Un système auto-remplissant utilise des sources d'eau naturelles qui sont constamment disponibles, même si vous ne les voyez pas. La source la plus évidente est la pluie. Mais même en période de sécheresse,
Il y a de l'eau dans l'air sous forme d'humidité, de rosée et de condensation. L'art consiste à capturer, canaliser et stocker cette eau sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'actif. Le système travaille pour vous, jour et nuit, été comme hiver. Il est passif mais hautement efficace. Imaginez un entonnoir. Un grand entonnoir qui attrape chaque goutte d'eau de pluie qui tombe sur une zone donnée. Cet entonnoir canalise l'eau dans un récipient. Pas n'importe comment, mais d'une manière qui filtre l'eau, empêchant la saleté d'entrer et préservant la qualité de l'eau. Et ce récipient est relié à un second récipient par un principe physique simple, appelé les vases communicants. Lorsque le premier récipient est plein, l'eau s'écoule automatiquement dans le second. Lorsque vous puisez de l'eau dans le second, il se remplit automatiquement à partir du premier tant qu'il y a de l'eau. C'est la base, simple, robuste, intemporelle. Entrons maintenant dans les détails. C'est crucial car la différence entre une idée théorique et un système qui fonctionne réellement réside dans la précision de la mise en œuvre. Je vais maintenant vous montrer étape par étape comment construire ce système, de quels matériaux vous avez besoin, à quoi faire attention et quelles erreurs éviter. Retenez bien ceci, car c'est là que le grain est séparé de l'ivraie. Beaucoup commencent avec de grands projets et échouent sur les petits détails. Vous ne ferez pas cela, car après cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire. Le premier pilier est la zone de collecte. C'est la surface qui recueille la pluie. Dans la plupart des cas, il s'agit de votre toit. Une maison individuelle moyenne en Allemagne a une surface de toit d'environ 100 mètres carrés. Avec une pluviométrie moyenne de 700 litres par mètre carré par an, cela signifie que 70 000 litres d'eau tombent potentiellement sur votre toit. 70 000 litres gratuits venus du ciel. La plupart des gens laissent simplement cette eau s'écouler dans les égouts. Vous allez l'utiliser, mais vous n'avez pas besoin d'un toit entier pour commencer. Même une petite surface, un abri de jardin, un abri de voiture, un toit de Porsche, suffit pour le début. Il est important que la surface soit propre, qu'aucun matériau toxique ne soit impliqué et que vous ayez un moyen de détourner l'eau. La gouttière est votre allié. Elle est déjà là pour canaliser l'eau du toit. Il vous suffit de la rediriger. Au lieu d'envoyer l'eau dans les égouts, vous la canalisez vers votre récipient de collecte. Cela peut être fait avec un simple collecteur d'eau de pluie que vous pouvez acheter pour 5 à 10 € dans un magasin de bricolage. C'est un petit dispositif que vous installez dans la descente de gouttière. Il possède un clapet qui s'ouvre quand l'eau arrive et dirige l'eau vers un tuyau menant à votre réservoir. Lorsque le réservoir est plein, le clapet se ferme automatiquement et l'eau continue de s'écouler vers les égouts. C'est d'une simplicité ingénieuse et cela fonctionne de manière absolument fiable. Vient ensuite le filtre. Très peu de gens s'en souviennent, mais c'est absolument critique. L'eau qui descend de votre toit n'est pas propre. Elle contient des feuilles, des brindilles, des fientes d'oiseaux, de la poussière et du pollen. Si vous laissez cela entrer dans votre réservoir sans filtration, vous aurez bientôt un breuvage puant que vous ne pourrez pas utiliser. Le filtre doit se trouver directement à l'entrée du réservoir de collecte. Vous n'avez pas besoin d'un filtre high-tech coûteux. Un simple tamis fera l'affaire. Prenez un tamis en acier inoxydable à maille fine, comme celui que vous utilisez pour la cuisine, ou un morceau de moustiquaire de magasin de bricolage. Tendez-le sur l'ouverture de votre réservoir, ou fabriquez une petite chambre filtrante avec un vieux seau. L'eau passe à travers le tamis, les particules grossières sont retenues, et l'eau propre s'écoule dans le réservoir. Nettoyez le tamis une fois par mois, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Passons maintenant au cœur du système, le réservoir de stockage. Vous avez ici de nombreuses options. La moins chère est une cuve IBC d'occasion. Ce sont ces grands réservoirs en plastique que l'on voit souvent sur les chantiers ou dans l'agriculture. Ils contiennent 1000 litres et coûtent souvent entre 30 et 50 € d'occasion. Vous pouvez en trouver sur les sites de petites annonces ou dans les centres de recyclage. Assurez-vous qu'ils ne contenaient pas de substances toxiques auparavant. Les cuves homologuées pour l'alimentation sont les meilleures, reconnaissables à un petit symbole. Si vous ne trouvez pas d'IBC ou si vous avez moins d'espace, plusieurs petits barils de pluie que vous pouvez obtenir pour 10 à 20 € feront également l'affaire. Le principe est le même. Il est important que le réservoir soit stable,
protégé de la lumière directe du soleil pour éviter la croissance d'algues, et muni d'un couvercle pour que la saleté ne tombe pas dedans et que les moustiques ne puissent pas s'y reproduire. L'emplacement du réservoir est plus important que vous ne le pensez. Vous le voulez aussi près que possible de votre descente de gouttière pour avoir besoin de moins de tuyaux. Mais le plus important encore est la hauteur. Si votre réservoir est surélevé, sur un piédestal ou des parpaings, vous avez automatiquement de la pression d'eau. Chaque mètre de hauteur vous donne environ 0,1 bar de pression. Cela semble peu, mais c'est amplement suffisant pour canaliser l'eau dans un tuyau, remplir un arrosoir ou alimenter un second système. Si votre réservoir est à 1 mètre du sol, vous avez assez de pression pour travailler sans problème. C'est la physique qui travaille pour vous, sans pompe, sans électricité. Maintenant, les vases communicants entrent en jeu. C'est l'élément d'auto-remplissage. Vous connectez votre réservoir principal à un second réservoir, plus petit, que vous placez là où vous utilisez réellement l'eau. Dans le jardin, dans une serre, à côté de la terrasse. La connexion consiste en un simple tuyau que vous branchez au bas du réservoir principal et qui mène au second réservoir. Il est important que les deux réservoirs aient une valve de trop-plein au même niveau de hauteur. Cela fait que l'eau s'ajuste automatiquement au même niveau. Lorsque vous puisez de l'eau du second réservoir, le niveau baisse. L'eau s'écoule immédiatement du réservoir principal jusqu'à ce que les deux soient à nouveau à la même hauteur, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Aucune technologie, juste la gravité et la physique. Laissez-moi vous montrer à quel point c'est puissant. Imaginez que vous avez un jardin. Vous avez besoin d'eau régulièrement pour l'arrosage. Au lieu de marcher jusqu'au réservoir principal à chaque fois, vous avez un petit réservoir, peut-être 100 litres, directement dans le jardin qui se remplit automatiquement. Vous ouvrez simplement le robinet, remplissez votre arrosoir et le système se régule tout seul. Vous n'avez pas à planifier, vous n'avez pas à y penser, vous n'avez pas à remplir. Le système le fait pour vous. Et quand une pluie plus longue arrive, le réservoir principal se remplit et le cycle recommence. C'est cela, la véritable indépendance. C'est un système qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Restez à l'écoute, car maintenant cela devient vraiment important. Nous avons parlé de collecte, de filtrage et de stockage. Mais un système vraiment robuste a besoin de plus encore. Il a besoin de redondance, d'une protection contre le trop-plein et de la capacité à fonctionner même dans des situations extrêmes. Car un système qui ne fonctionne que dans des conditions parfaites n'est pas un véritable système de sécurité. Vous voulez un système qui fonctionne même s'il ne pleut pas pendant des semaines, s'il gèle ou si des problèmes inattendus surviennent. Commençons par le trop-plein. Lorsque votre réservoir est plein et qu'il continue de pleuvoir, l'eau doit aller quelque part. Si vous ne gérez pas cela, le réservoir débordera, l'eau stagnera autour et vous aurez un problème d'humidité. La solution est un tuyau de trop-plein. C'est un simple tuyau que vous installez juste en dessous du bord supérieur du réservoir. Lorsque l'eau atteint ce niveau, elle s'écoule par le tuyau, loin du réservoir, dans le jardin, dans un fossé de drainage ou, si nécessaire, dans les égouts. Le tuyau doit avoir un diamètre supérieur à votre tuyau d'arrivée pour ne pas s'obstruer lors de fortes pluies. C'est un élément de sécurité qui vous protège des problèmes et vous indique quand votre réservoir est plein. La redondance signifie ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un réservoir, c'est bien. 2, c'est mieux. 3, c'est optimal. Vous pouvez connecter plusieurs réservoirs en série de sorte que le premier déborde dans le deuxième et le deuxième dans le troisième. Cela augmente votre capacité de stockage sans nécessité de réservoirs géants et coûteux. Et vous avez une solution de secours. Si un réservoir fuit ou doit être nettoyé, vous avez toujours les autres. Dans la préparation aux crises, la redondance est primordiale. Un système sans secours est un système fragile. Passons maintenant à la protection contre l'hiver. En Allemagne, nous avons du gel. L'eau se dilate lorsqu'elle gèle. Si votre réservoir est plein à ras-bord et gèle complètement, il peut éclater. La solution est simple. Laissez toujours un peu d'air dans le réservoir pendant l'hiver. Remplissez-le à 90% maximum. Cela laisse de la place à la glace pour se dilater. Mieux encore, isolez le réservoir.
Un simple habillage de vieilles couvertures, de plaques de polystyrène ou de papier bulle peut faire la différence entre un bloc gelé et de l'eau utilisable. Et si vous vivez dans une région particulièrement froide, envisagez de placer l'un de vos réservoirs au sous-sol ou dans un endroit abrité. Il y fait plus chaud et vous aurez accès à de l'eau liquide, même au cœur de l'hiver. Un autre point important est la qualité de l'eau stockée sur une longue période. L'eau stagnante peut tourner, des algues peuvent pousser, des bactéries peuvent se multiplier. La solution réside dans 3 principes. Premièrement, pas de lumière. La lumière favorise la croissance des algues. Votre réservoir doit être opaque ou au moins couvert. Deuxièmement, pas de matière organique. Le filtre à l'entrée est une première ligne de défense, mais vérifiez régulièrement qu'aucune feuille ou insecte n'est entrée dans l'eau. Troisièmement, mouvement ou aération. L'eau qui bouge reste fraîche plus longtemps que l'eau stagnante. Si vous puisez occasionnellement de l'eau et qu'elle se remplit par la pluie, vous avez une circulation naturelle. Si vous n'utilisez pas d'eau pendant des mois, ce qui est rare, vous pouvez lui donner un coup de mélange rapide ou en vider une partie pour la remplacer par de l'eau fraîche. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe une méthode simple pour stabiliser l'eau durablement. Quelques gouttes d'eau argentée non traitée, telle qu'elle est utilisée pour la conservation de l'eau depuis des siècles, ou une pièce de cuivre dans le réservoir, peuvent inhiber la croissance bactérienne. Le cuivre possède des propriétés antibactériennes naturelles. Nos ancêtres utilisaient des récipients en cuivre pour l'eau. Pas parce qu'ils étaient jolis, mais parce qu'ils fonctionnaient. Un simple disque de cuivre de magasin de bricolage placé dans l'eau offre une protection supplémentaire. Parlons maintenant des extensions. Le système de base que je vous ai montré ne coûte vraiment qu'environ 12 € si vous utilisez des matériaux d'occasion et achetez intelligemment. Un collecteur d'eau de pluie pour la descente de gouttière coûte 5 €. Un tamis coûte 2 €. Quelques mètres de tuyaux coûtent 3 €. Les petites pièces coûtent 2 €. Si vous obtenez un réservoir gratuitement ou en trouvez un vieux, vous en êtes à ce prix. Mais bien sûr, vous pouvez investir et agrandir le système. Un deuxième grand réservoir, une petite pompe à main pour les urgences, un simple filtre à sable et gravier pour une qualité d'eau encore meilleure, un interrupteur à flotteur qui vous indique quand le réservoir est vide. Toutes ces options sont des possibilités, pas des nécessités. Le système fonctionne même dans sa version absolument basique. Laissez-moi maintenant vous montrer comment utiliser ce système, non seulement pour stocker de l'eau, mais aussi pour sécuriser votre nourriture. L'eau et le jardinage vont de pair. Avec un système d'irrigation auto-remplissant, vous pouvez entretenir un jardin qui vous nourrit sans avoir à porter constamment un arrosoir. Imaginez que vous avez des bacs surélevés. Vous installez un système simple d'irrigation au goutte à goutte avec des tuyaux perforés que vous pouvez obtenir pour quelques euros au magasin de bricolage. Vous connectez ces tuyaux à votre réservoir d'eau secondaire qui se remplit automatiquement. Une fois installé, votre jardin s'arrose pour ainsi dire tout seul. Vous ne vérifiez qu'occasionnellement et profitez de la récolte. C'est l'avenir de l'autosuffisance, des systèmes qui travaillent intelligemment et vous libèrent des tâches lourdes. Beaucoup sous-estiment la qualité de vie qu'apporte un tel système. Il ne s'agit pas seulement de crise et d'urgence, il s'agit du quotidien. Imaginez ne plus jamais avoir à payer de frais d'eau potable onéreux pour votre jardin. Vous n'avez plus à transporter de lourds arrosoirs sous la chaleur. Vous n'avez pas à vous demander si les plantes mourront de soif si vous partez un week-end. Le système s'en occupe. Vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent et vous avez la certitude que même en période de sécheresse, quand les autres jardins dépérissent, le vôtre restera vert. Et cela va encore plus loin. Pensez à l'hygiène. Si l'approvisionnement en eau échoue, tirer la chasse d'eau devient un problème. Cela semble trivial, mais c'est l'un des premiers points qui deviennent critiques en cas de crise. Avec votre système d'eau, vous disposez d'eau grise. L'eau de votre réservoir d'eau de pluie n'est peut-être pas de qualité potable, mais elle est assez propre pour les toilettes, pour le nettoyage et pour la lessive en cas d'urgence. Vous ne dépendez pas du réseau de canalisation. Cela vous donne une indépendance que la plupart des gens n'envisagent même pas avant qu'il ne soit trop tard. Voici maintenant un point que je ne veux pas vous cacher, car il rend le système encore plus puissant, la condensation. Même quand il ne pleut pas, il y a de l'eau dans l'air.
La nuit, quand il fait plus frais, cette humidité se condense. Vous pouvez utiliser cet effet pour obtenir de l'eau supplémentaire. C'est particulièrement précieux en période de sécheresse. Un piège à condensation simple consiste en une bâche ou un film plastique tendu légèrement en diagonale au-dessus du sol. La nuit, la surface refroidit, de la rosée se forme et l'eau s'écoule le long de la pente dans un récipient de collecte. Cela n'apporte pas beaucoup, peut-être un demi-litre à 1 litre par nuit, mais dans une véritable urgence, cela peut être crucial. Et cela vous montre que l'eau est partout si vous savez comment la collecter. Une autre technique ancienne est l'utilisation du brouillard. Dans les régions côtières ou les zones de brouillard matinal, vous pouvez obtenir de l'eau grâce à de simples filets à brouillard. Ce sont des filets en tissu fin qui attrapent les gouttelettes de brouillard et les canalisent dans un réservoir. Cette technique est utilisée depuis des décennies dans les régions désertiques du Chili et du Pérou, approvisionnant des villages entiers en eau. En Allemagne, le brouillard n'est pas aussi fréquent, mais dans certaines régions, surtout dans les vallées ou près de points d'eau, cela peut être un complément. Le but est d'apprendre à utiliser l'eau de toutes les sources disponibles, pas seulement de la pluie. Revenons maintenant au cœur du sujet et à la synthèse de tous ces éléments. Vous avez un système qui utilise plusieurs sources, principalement la pluie, complétée par la condensation et peut-être le brouillard. Vous avez une grande capacité de stockage, idéalement plusieurs réservoirs totalisant plusieurs milliers de litres. Vous avez un système de distribution auto-remplissant qui amène l'eau là où vous en avez besoin. Vous avez des filtres et des mécanismes de protection qui garantissent la qualité, et vous avez de la redondance pour que la panne d'un composant ne paralyse pas tout le système. C'est un système complet de gestion autonome de l'eau qui offre une sécurité maximale avec un coût minimal. Parlons maintenant de la dimension psychologique. C'est tout aussi important que l'aspect technique. Quand vous avez un tel système, cela change votre perception. Vous ne passez plus la journée avec ce sentiment sourd d'être vulnérable, de savoir qu'une défaillance du système pourrait vous laisser démuni. Vous savez que vous avez de l'eau, une réserve, un plan. Cela vous donne une paix intérieure, une confiance en vous. Et en période de crise, votre état mental est tout aussi important que votre préparation physique. La peur paralyse, la préparation libère. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont mis en place de tels systèmes. À chaque fois, j'entends la même chose. Au début, c'était une décision rationnelle, une précaution. Mais ensuite, c'est devenu plus que cela. C'est devenu un mode de vie, une conscience des ressources, une appréciation de ce que la nature fournit. Quand vous voyez votre réservoir se remplir après chaque pluie, quand vous arrosez votre jardin avec cette eau et récoltez des légumes, quand vous réalisez que vous dépendez moins des systèmes externes, quelque chose change en vous. Vous vous sentez plus connecté à ce qui compte vraiment. Vous réalisez que la sécurité ne signifie pas que quelqu'un d'autre s'occupe de vous, mais que vous pouvez vous occuper de vous-même. L'ironie est que notre société devient plus complexe, plus connectée, plus dépendante de la technologie et des infrastructures, et en même temps, elle devient plus fragile. Une cyberattaque sur une centrale électrique, une catastrophe naturelle, une pandémie, un effondrement logistique. Les systèmes sur lesquels nous comptons ont de longues chaînes de dépendance, et chaque chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible. Les gens qui comprennent cela ne sont pas des pessimistes, ce sont des réalistes, et ils construisent leur propre système, leurs propres chaînes, qui sont courtes et robustes. Ce que je vous ai montré aujourd'hui est plus qu'un système d'eau. C'est une philosophie, la philosophie de la résilience décentralisée. Au lieu de compter sur un grand système central qui approvisionne tout le monde, vous construisez votre propre petit système qui vous approvisionne. Au lieu d'espérer que tout fonctionne toujours, vous vous préparez au fait que parfois, ce ne soit pas le cas. Au lieu de consommer passivement, vous devenez activement producteur de votre propre sécurité. C'est un état d'esprit qui peut s'appliquer à tous les domaines: énergie, alimentation, sécurité, communauté. Partout, vous pouvez construire des systèmes qui travaillent pour vous, au lieu d'attendre que quelqu'un s'occupe de vous. Laissez-moi vous donner quelques chiffres concrets pour que vous compreniez la dimension. L'Allemand moyen consomme environ 120 litres d'eau par jour. La majeure partie pour la chasse d'eau,
la douche, la lessive. Seule une petite partie sert à boire et à cuisiner. Si vous réduisez votre consommation en situation de crise, vous pouvez vous en sortir avec 20 à 30 litres par jour. 10 litres pour boire et cuisiner, 10 à 20 litres pour l'hygiène. Un réservoir de 1000 litres vous offre plus de 30 jours de sécurité avec ce taux de consommation. Pour une famille de 4 personnes, cela fait environ 7 à 8 jours. Si vous avez 3 de ces réservoirs, c'est 3 semaines à 1 mois. C'est un tampon réaliste qui vous permettrait de traverser la plupart des crises. Et n'oubliez pas que votre système se remplit pendant ce temps dès qu'il pleut. En moyenne allemande, il pleut environ tous les 3 jours. Même lors d'une période de sécheresse prolongée, la pluie finit par arriver. Votre système n'est pas statique, il est dynamique. Il collecte constamment davantage. C'est la grande différence entre une réserve passive qui finit par s'épuiser et un système actif qui se régénère. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Ce système ne résout pas tous les problèmes. Il ne vous donne pas une eau potable de la plus haute qualité sans traitement supplémentaire. L'eau de pluie est relativement propre, mais pas stérile. Pour la consommation humaine, vous devriez la faire bouillir ou la passer à travers un filtre supplémentaire. Il existe des filtres en céramique ou des filtres à charbon actif simple que vous pouvez obtenir pour 20 à 50 € et qui éliminent bactéries et polluants. Ou vous pouvez simplement faire bouillir l'eau pendant 5 minutes et vous serez en sécurité. Ce n'est pas sorcier. Le système ne vous protège pas non plus contre une sécheresse éternelle. S'il ne pleut pas pendant des mois, un réservoir finira par être vide. Mais quelle est la probabilité que cela arrive en Allemagne? Nous vivons dans une zone climatique tempérée avec des précipitations régulières. Même lors des années les plus sèches des dernières décennies, il y a eu des pluies régulières. Le système est conçu pour des scénarios réalistes, pas pour des apocalypses hollywoodiennes. Et même s'il y avait une sécheresse extrême, vous auriez toujours plus d'options avec votre système que vos voisins qui n'en ont pas. Le point est que le mieux est l'ennemi du bien. Beaucoup de gens ne font rien parce qu'ils croient devoir construire le système parfait, paré pour chaque situation imaginable. C'est irréaliste et cela vous paralyse. Commencez petit. Construisez un système de base. Apprenez à l'utiliser. Agrandissez-le étape par étape. Chaque amélioration que vous apportez, chaque réservoir supplémentaire que vous connectez, chaque technique que vous ajoutez vous rend un peu plus résilient. Mais même le plus petit système est préférable à l'absence de système. Je veux vous parler d'une expérience que j'ai faite moi-même. Il y a quelques années, j'ai décidé de vivre pendant 1 mois exclusivement avec de l'eau de pluie collectée. Pas d'eau du robinet pour rien excepté l'eau potable, et même cela, je l'ai minimisé. Je voulais savoir s'il est réaliste de vivre avec un tel système et quels sont les défis. À l'époque, j'avais 3 cuves IBC, soit un total de 3000 litres. C'était au mois de juillet, l'une des périodes les plus sèches. Pendant les 2 premières semaines, il n'y a pas eu une seule pluie. J'ai documenté ma consommation. Douche avec 5 litres, chasse d'eau avec 2 litres par utilisation, vaisselle avec 3 litres, jardin avec 20 litres. Au total, j'arrivais à environ 50 litres par jour. Après 2 semaines, j'avais utilisé 700 litres. Il me restait donc bien plus de la moitié de ma réserve. Puis un orage est arrivé, et en une nuit, les cuves se sont remplies de 500 litres. À la fin du mois, il me restait plus de 2000 litres. Le constat était clair. Ça fonctionne. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est une pratique qui marche quand on la prend au sérieux. La chose la plus importante que j'ai apprise est l'appréciation. Quand vous voyez chaque litre d'eau que vous utilisez, quand vous savez qu'il ne sort pas simplement du robinet, mais qu'il a été collecté, stocké et soigné, alors vous le traitez différemment. Vous ne gaspillez pas. Vous l'utilisez consciemment. Vous reconnaissez la véritable valeur d'une ressource que nous considérons normalement comme acquise. C'est une leçon qui dépasse les systèmes d'eau. C'est une leçon sur la responsabilité, la conscience, le respect de ce qui nous maintient en vie. Parlons maintenant des coûts dans une perspective plus large. 12 € pour un système de base. Disons que vous investissez 200 € pour une installation vraiment solide avec plusieurs réservoirs, de bons filtres et tous les extras. Qu'obtenez-vous pour cela? Vous obtenez la sécurité pour des décennies.
Ces systèmes durent 20, 30 ans si vous les entretenez. Vous obtenez l'indépendance vis-à-vis de l'augmentation des prix de l'eau. Vous obtenez la possibilité de cultiver un jardin qui vous nourrit. Vous obtenez la tranquillité d'esprit. Combien cela vaut-il pour vous? Les gens dépensent plus d'argent pour des assurances qu'ils n'utiliseront peut-être jamais. Ici, vous construisez quelque chose que vous pouvez utiliser chaque jour et qui peut vous sauver la vie en cas d'urgence. Et il y a un autre aspect financier qui est souvent négligé. Si vous arrosez votre jardin avec de l'eau de pluie, vous économisez sur l'eau du robinet. Selon la région et la consommation, cela peut représenter 100 à 200 € par an. Votre système est donc amorti en 1 ou 2 ans, même si vous avez investi 200 €. À partir de là, chaque litre d'eau que vous utilisez est gratuit. Sur 20 ans, ce sont des économies de plusieurs milliers d'euros. Ce n'est pas seulement écologiquement sensé, c'est aussi économiquement judicieux. Parlons maintenant de la communauté. Quand vous avez un tel système, vous n'êtes pas seulement une ressource pour vous-même, mais potentiellement aussi pour les autres. En cas de crise, si l'approvisionnement en eau échoue, vos voisins auront un problème. Vous avez une solution. Cela vous donne non seulement de la sécurité, mais aussi une position. Vous pouvez aider, vous pouvez partager, vous pouvez montrer comment faire. Cela vous rend précieux dans une communauté. En même temps, vous devez être prudent. Ne dites pas à tout le monde ce que vous avez. Dans les situations d'urgence réelles, les gens peuvent devenir désespérés. Mais avec les bonnes personnes, la famille, les amis proches, vous pouvez partager vos connaissances et peut-être construire des systèmes plus vastes ensemble. Imaginez un quartier où plusieurs foyers ont de tels systèmes et sont connectés, pas forcément physiquement, mais en termes de connaissances. Chacun s'occupe de sa partie, mais tout le monde sait que les autres sont aussi préparés. C'est cela la véritable résilience à l'échelle d'une communauté. C'est l'opposé des clichés survivalistes où chacun reste dans son bunker en attendant l'apocalypse. C'est une préparation active et positive qui améliore la vie, qu'une crise survienne ou non. Je veux aussi parler de la dimension écologique, car elle me tient à cœur. Lorsque vous utilisez l'eau de pluie, vous soulagez les systèmes municipaux. L'eau que vous récupérez n'a pas besoin d'être acheminée vers les égouts, traitée et retraitée. Cela économise de l'énergie, réduit la charge des stations d'épuration et préserve les ressources en eau. En même temps, lors de fortes pluies, vous évitez qu'une trop grande quantité d'eau ne s'écoule d'un coup dans le système d'égout, ce qui peut entraîner des inondations. Votre système est un tampon. Il fait tampon pour vous et il fait tampon pour l'environnement. C'est une action durable au meilleur sens du terme. Et il y a une signification symbolique. Chaque fois que vous utilisez 1 litre d'eau de votre système, c'est un acte silencieux de rébellion contre la dépendance totale. Vous choisissez d'agir vous-même au lieu de simplement consommer. Vous prenez votre destin en main, au moins dans ce domaine petit mais fondamental. Cela peut paraître exagéré, mais je crois que c'est important. Nous vivons à une époque où nous faisons de moins en moins par nous-mêmes et déléguons de plus en plus aux entreprises, aux prestataires de services, à l'État. Chaque bribe d'autonomie que nous regagnons est précieuse. Passons maintenant à la mise en œuvre pratique. Encore une fois, étape par étape, pour que vous puissiez réellement le faire. Étape 1. Analysez votre situation. Quelle surface de toit avez-vous? Quel espace pour les réservoirs? De quelle quantité d'eau avez-vous réellement besoin? Notez-le. Faites un plan. Étape 2. Procurez-vous les matériaux. Cherchez des cuves IBC d'occasion sur les petites annonces. Allez au magasin de bricolage pour les collecteurs de pluie, les tuyaux, les tamis. Prévoyez un budget de 50 à 200 € selon la taille de votre projet de départ. Étape 3. Installez le collecteur de pluie sur la descente de gouttière. Cela prend 10 minutes et ne nécessite qu'un tournevis. Étape 4. Installez le réservoir. Idéalement surélevé, stable, à l'abri du soleil. Étape 5. Connectez le collecteur et le réservoir avec un tuyau. Installez le tamis à l'entrée du réservoir. Étape 6. Installez un tuyau de trop-plein et, si vous le souhaitez, un robinet de vidange en bas. Étape 7. Attendez la prochaine pluie et observez comment le système fonctionne. Étape 8. Agrandissez, optimisez, apprenez. C'est tout. Cela semble simple parce que c'est simple.
La complexité ne vient pas de la technologie, mais de la compréhension des principes. Et vous les avez maintenant. Vous comprenez comment l'eau est collectée, stockée et distribuée. Vous comprenez la gravité, le trop-plein, le filtrage, les vases communicants. Vous comprenez à quoi faire attention et où se trouvent les pièges. Avec ces connaissances, vous pouvez non seulement construire votre propre système, mais aussi l'adapter à votre situation spécifique, résoudre les problèmes qui surviennent et améliorer le système au fil du temps. Dans cette vidéo, je n'ai délibérément pas utilisé d'animation fantaisiste ou de diagrammes compliqués. Je voulais que vous vous concentriez sur l'essentiel, les idées, les principes, la mise en œuvre. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, vous en avez appris plus que la plupart des gens n'en apprendront jamais sur la sécurité hydrique. Vous êtes maintenant en mesure de passer à l'action. La question est, le ferez-vous? Voici la vérité que personne n'aime entendre. La connaissance sans action ne vaut rien. Vous pouvez regarder 100 vidéos, lire 1000 articles, mais si vous ne faites pas le premier pas, si vous ne commencez pas, vous n'êtes pas plus avancé qu'avant. La différence entre les gens qui sont préparés et ceux qui ne le sont pas n'est pas le savoir. C'est la décision d'agir. C'est la volonté de ne pas compter sur les autres, mais de prendre ses responsabilités soi-même. Je connais les excuses. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas par où commencer, je n'ai pas de place, je n'en suis pas capable. Tous ces mensonges que nous nous racontons pour justifier l'inaction. Vous avez le temps pour 3 heures de télévision le soir, mais pas pour 1 heure pour améliorer votre sécurité. Vous avez de l'argent pour le dernier service de streaming, mais pas 12 € pour un système d'eau. Vous savez maintenant exactement par où commencer, car je vous l'ai montré. Vous avez besoin de moins d'espace que pour 2 poubelles, et vous pouvez le faire parce que c'est plus simple que vous ne le pensez. Le point est que la préparation n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'avoir le système parfait demain, mais vous devez commencer. Aujourd'hui, cette semaine, procurez-vous le premier réservoir. Installez le collecteur de pluie. Faites le premier pas, puis le suivant, puis le suivant. Dans 1 an, vous regarderez en arrière et vous serez étonné du chemin parcouru. Et vous serez reconnaissant d'avoir commencé quand vous avez vu cette vidéo. Laissez-moi vous raconter une histoire pour conclure. Une histoire vraie. Durant l'été 2023, il y a eu des problèmes d'approvisionnement en eau dans plusieurs régions d'Allemagne. Canicule, sécheresse, vieilles infrastructures. Dans certaines communes, l'eau a été coupée pendant des heures. Dans d'autres, il y a eu des avis d'ébullition, car la qualité ne pouvait plus être garantie. La plupart des gens n'étaient pas préparés. Ils se sont retrouvés impuissants, achetant des bouteilles d'eau dans la panique, bouteilles qui ont été épuisées en quelques heures. Il y a eu des disputes dans les supermarchés, il y avait de la peur. Mais il y avait aussi des gens qui étaient préparés. Ils avaient leur système, ils avaient leurs réserves, et ils n'avaient pas à s'inquiéter. Ils ont géré la situation calmement pendant que le chaos régnait autour d'eux. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est la réalité. C'est arrivé, et cela arrivera encore. La question n'est pas de savoir si, mais quand la prochaine crise surviendra. Une coupure de courant, une vague de chaleur, une défaillance du système, une pandémie, un effondrement économique. Nous vivons des temps instables. Le système sur lequel repose notre civilisation est fragile. Cela ne signifie pas qu'ils doivent s'effondrer, mais cela signifie que vous ne devriez pas supposer qu'il ne s'effondrera jamais. Les gens intelligents sont ceux qui espèrent le meilleur et se préparent au pire. Votre système d'eau est une police d'assurance que vous pouvez utiliser chaque jour. C'est la différence avec d'autres préparatifs qui ne sont pertinents qu'en cas d'urgence. Une bougie pour une coupure de courant reste dans le placard et attend. Une réserve de nourriture reste au sous-sol et attend. Mais votre système d'eau, vous l'utilisez. Vous arrosez votre jardin avec. Vous lavez votre voiture avec. Vous remplissez la pataugeoire de vos enfants avec. Il n'est pas passif. Il est actif. Et en même temps, il est prêt pour le moment où vous en aurez vraiment besoin. Parlons maintenant de la façon dont vous pouvez rendre ce système encore plus intelligent, car le système de base n'est qu'un début. Plus vous comprenez, plus vous voyez de possibilités.
L'une des extensions les plus élégantes est le filtre multicouche. Vous connaissez probablement le principe par la nature. Lorsque l'eau s'infiltre à travers différentes couches de sol, elle est purifiée. Le sable filtre les particules. Le charbon actif retient les polluants. Le gravier assure la structure et l'écoulement. Vous pouvez reproduire cela, et cela vous coûtera moins de 20 €. Prenez un vieux seau, d'au moins 10 litres. Percez des trous au fond, environ 5 à 10 petits trous. Ce sera votre filtre. Maintenant, vous superposez de bas en haut. D'abord, une couche de gravier grossier, environ 5 cm. Cela empêche les couches plus fines de glisser par les trous. Par-dessus, mettez du gravier fin, encore 5 cm, puis une épaisse couche de sable, au moins 10 cm. Le mieux est du sable de quartz lavé du magasin de bricolage. Et tout en haut, si vous voulez faire les choses parfaitement, une couche de charbon actif, 3 à 5 cm. Vous pouvez en trouver dans les rayons aquariophilie ou en ligne. Ce charbon actif élimine de manière significative les composés organiques et améliore le goût et l'odeur de l'eau. Vous placez ce seau au-dessus de votre réservoir d'eau ou dans la rivée. L'eau s'égoutte à travers les couches et se trouve nettoyée mécaniquement et chimiquement durant le processus. Le débit est lent, mais c'est voulu. Un filtrage lent est un filtrage efficace. Un tel filtre peut nettoyer plusieurs milliers de litres d'eau avant que vous ne deviez remplacer les couches. Et cela aussi est simple. Vous retirez les couches, lavez le sable, remplacez le charbon actif et rempilez le tout. Une fois par an, vous n'avez pas besoin de plus. Parlons maintenant de la mise à l'échelle. Peut-être pensez-vous qu'une cuve IBC de 1000 litres ne suffit pas. Peut-être avez-vous une famille nombreuse, un grand jardin, ou vous voulez simplement une sécurité maximale. La solution est simple. Vous évoluez horizontalement. Vous n'installez pas un réservoir géant, mais plusieurs réservoirs moyens. 3 cuves IBC vous donnent 3000 litres, 5 vous en donnent 5000. Vous pouvez les placer côte à côte ou, si vous avez de la place, en ligne. Vous les connectez avec de simples tuyaux à la base. L'eau se répartit automatiquement de manière égale sur tous les réservoirs. C'est le principe des vases communicants, et cela fonctionne parfaitement. L'avantage de cette méthode n'est pas seulement la capacité, c'est aussi la flexibilité. Si un réservoir a un problème, vous pouvez le déconnecter du système sans tout arrêter. Vous pouvez nettoyer les réservoirs individuellement pendant que les autres continuent de fonctionner. Vous pouvez agrandir votre système étape par étape chaque fois que vous trouvez une nouvelle cuve ou que vous pouvez vous en offrir une. Vous n'êtes pas lié à une structure rigide. Votre système grandit avec vos besoins et vos possibilités. Il existe aussi la mise à l'échelle verticale. Si vous empilez les réservoirs les uns sur les autres, vous utilisez la hauteur pour une pression supplémentaire. Le réservoir supérieur alimente le réservoir inférieur, et la pression à la sortie du réservoir inférieur est plus élevée que s'il était posé seul au sol. Mais ici, il faut être prudent. Les cuves IBC sont stables, mais elles ne sont pas conçues pour supporter le poids d'un second réservoir plein par-dessus. Il vous faut un cadre solide, idéalement en métal, spécialement conçu pour cela. De tels cadres sont disponibles à l'achat ou, si vous êtes bricoleur, vous pouvez en construire un vous-même. Mais ne sous-estimez pas le poids. 1000 litres d'eau pèsent 1000 kg. C'est une tonne plus le poids du réservoir lui-même. Votre fondation et votre construction doivent pouvoir supporter cela en toute sécurité. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'ai rencontré il y a 2 ans. Il vit dans le Brandebourg sur une vieille ferme. Il a rendu toute sa gestion de l'eau autonome, pas seulement pour le jardin et les urgences, mais pour tout. Sa maison est complètement déconnectée du réseau d'eau. Il collecte l'eau de pluie, utilise son propre puits comme réserve et dispose d'un système de filtration sophistiqué qui amène l'eau à une qualité potable. Son investissement a été d'environ 5000 €, étalé sur 3 ans. Cela semble beaucoup. Ses frais d'eau annuels étaient auparavant de plus de 800 €. Le système a été amorti en 6 ans. Après cela, son eau est gratuite. Mais le plus important, m'a-t-il dit, n'est pas l'argent, c'est la liberté. La liberté de ne pas dépendre d'un tuyau. La liberté d'avoir sa propre eau que personne ne peut couper. La liberté de savoir que lui et sa famille sont toujours approvisionnés. C'est un exemple extrême, bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin.
Mais cela montre ce qui est possible. Cela montre que la gestion autonome de l'eau n'est pas un fantasme, mais une réalité vécue. Et cela commence exactement avec le système que je vous ai montré aujourd'hui. Commencer petit, apprendre, agrandir, c'est la voie à suivre. Maintenant, je veux parler de l'entretien, car un système ne vaut que par son soin. La bonne nouvelle est que l'entretien est minimal si vous avez installé le système correctement. Mais il y a quelques routines auxquelles vous devriez vous tenir. Une fois par mois, vous devriez vérifier et nettoyer votre filtre à l'entrée. Cela prend 5 minutes. Vous sortez le tamis, vous le rincez, vous le remettez, c'est fini. 2 fois par an, au printemps et à l'automne, vous devriez inspecter vos réservoirs. Cherchez des fissures, des fuites, des décolorations. Ouvrez le couvercle et regardez à l'intérieur. Y a-t-il des dépôts? Y a-t-il une odeur bizarre? Normalement non, mais si c'est le cas, vous savez que vous devez agir. Une fois par an, idéalement au printemps, vous devriez vider et nettoyer complètement un réservoir. Vous n'avez pas besoin de le faire pour tous en même temps. Faites-en un par an, ainsi vous avez un cycle de rotation. L'eau que vous videz n'est pas gaspillée. Utilisez-la pour le jardin, pour nettoyer les allées, pour tout ce que vous voulez. Ensuite, vous rincez le réservoir à l'eau claire. Si nécessaire, passez une brosse douce pour enlever les dépôts. Pas de produits chimiques, pas de nettoyant, juste de l'eau et un nettoyage mécanique. Puis vous le remplissez à nouveau et c'est reparti pour un an. Vous devriez aussi vérifier les tuyaux et les raccords. Sont-ils étanches? Sont-ils devenus poreux? Le rayonnement UV et les variations de température peuvent rendre le caoutchouc et le plastique cassants avec les années. Un nouveau tuyau coûte 2 €. Remplacez-le avant qu'il n'éclate. C'est de la prévention. C'est ainsi que l'on maintient les systèmes en marche. De petites mesures préviennent de gros problèmes. En hiver, comme je l'ai mentionné, vous devez faire attention au gel. Mais laissez-moi être plus précis. Si les températures descendent sous 0 pendant une période prolongée, vous devriez vider ou isoler les tuyaux qui sont à l'extérieur. L'eau dans un tuyau gèle plus vite que dans un grand réservoir. Un tuyau gelé peut éclater. L'isolation est facile. Des manchons en mousse du magasin de bricolage coûtent quelques euros et peuvent sauver un tuyau durant l'hiver. Ou bien vous posez les tuyaux de manière à ce qu'ils puissent être vidangés, avec une légère pente pour que l'eau s'écoule quand vous ouvrez un robinet. Pour les réservoirs eux-mêmes, si vous ne les videz pas complètement, ce que je ne recommande pas car vous seriez alors sans eau au printemps, isolez-les. Une couverture faite de vieilles couvertures que vous fixez avec du fil de fer ou des sangles peut faire monter la température intérieure de plusieurs degrés. Cela peut faire la différence entre liquide et gelé. Et même si les premiers centimètres du haut gèlent, ce n'est pas un problème tant qu'il reste de l'eau liquide sous la couche de glace. Passons maintenant à une technique avancée pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, le recyclage des eaux grises. Les eaux grises sont les eaux de la douche, de l'évier, du lave-vaisselle. Elles ne sont pas aussi sales que les eaux vannes des toilettes, mais elles ne sont pas assez propres pour être réutilisées directement. Pourtant, avec un filtrage simple, vous pouvez les utiliser pour les toilettes ou le jardin. Imaginez que vous preniez une douche. L'eau ne s'en va pas simplement. Elle est canalisée vers un réservoir séparé. Là, elle passe par un filtre simple, peut-être votre filtre multicouche de sable et de gravier. L'eau grise purifiée peut alors être utilisée pour tirer la chasse d'eau. Cela réduit considérablement votre consommation d'eau fraîche. C'est un système à part entière, mais il complète parfaitement votre système d'eau de pluie. Vous utilisez chaque source d'eau de manière optimale. Dans les pays connaissant des pénuries d'eau, c'est la norme. En Australie, en Israël, dans de nombreuses régions des États-Unis, les systèmes d'eau grise sont normaux. En Allemagne, nous n'en sommes pas encore là, car nous croyons que l'eau est disponible en quantité illimitée. Mais cela change. Si vous anticipez dès maintenant, vous aurez une longueur d'avance. Vous n'avez pas besoin de tout mettre en œuvre d'un coup, mais connaître la possibilité et comprendre le principe est précieux. Si le recyclage des eaux grises devient nécessaire un jour, vous saurez déjà comment faire. Un autre aspect que je n'ai pas encore approfondi est le contrôle de la qualité. Comment savoir si votre eau est bonne? Pour la plupart des utilisations, il suffit que l'eau soit claire, qu'elle ne sente pas et qu'elle n'ait pas de particules visibles. Mais si vous voulez la boire,
vous devriez être plus sûr. Il existe des kits de test d'eau simples que vous pouvez acheter en ligne pour 10 à 20 euros. Ils testent les contaminants les plus courants, comme les bactéries, le pH et les nitrates. Un tel test, une fois par an, vous donne la tranquillité d'esprit. Si l'eau est bonne, parfait. Sinon, vous savez que vous devez agir. Le plus grand danger pour l'eau stockée est la bactérie. Mais les bactéries ont besoin de 3 choses pour se développer: de la chaleur, des nutriments et du temps. Si vous éliminez 2 de ces facteurs, vous maîtrisez le problème. Un stockage au frais est idéal. Un réservoir à l'ombre ou partiellement enterré reste plus frais. Pas de nutriments signifie que vous gardez les matières organiques à l'écart. Votre filtre s'en occupe. Et le temps. Si vous utilisez votre eau régulièrement et qu'elle se remplit par la pluie, vous avez une circulation et l'eau ne stagne pas pendant des mois. Ces 3 principes simples gardent votre eau fraîche. Si vous voulez être absolument sûr, et c'est particulièrement important si vous voulez boire l'eau, il y a 2 étapes finales. Première, faites-la bouillir. 5 minutes à gros bouillon tuent toutes les bactéries, virus et parasites. C'est universel, prouvé et sûr. Deuxième, la désinfection UV. Il existe de petits stylos UV fonctionnant sur batterie que vous pouvez obtenir pour 30 à 50 euros. Vous les plongez dans l'eau, appuyez sur un bouton et après 60 secondes, l'eau est désinfectée. La lumière UV détruit l'ADN des micro-organismes. Pas de produits chimiques, pas de goût, juste de l'eau propre. Pour le stockage à long terme de l'eau potable, il existe aussi une vieille méthode, l'argent. Pas les couverts, mais l'argent colloïdal, ou simplement une pièce d'argent propre. Les ions d'argent ont un effet antibactérien. Nos arrière-grands-parents mettaient des pièces d'argent dans leur cruche d'eau. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la chimie. Des études ont montré que l'argent inhibe réellement la croissance des bactéries. Une pièce en argent 900, que vous pouvez trouver chez un numismate, placée dans l'eau, peut prolonger considérablement sa durée de conservation. Est-ce nécessaire? Non, pas si vous utilisez les autres méthodes. Est-ce une sécurité supplémentaire? Oui. Parlons maintenant des scénarios. Différentes situations dans lesquelles votre système devient critique. Scénario 1. Coupure de courant. Les pompes des usines de distribution d'eau tombent en panne, les canalisations se vident. Vous n'avez plus de pression au robinet. La plupart des gens se retrouvent confrontés au fait qu'ils ne peuvent même plus tirer la chasse d'eau. Pas vous. Vous allez à votre réservoir, ouvrez le robinet et vous avez de l'eau. Vous pouvez boire, cuisiner, vous laver, tirer la chasse. Vous êtes indépendant. Rien que cela est inestimable. Scénario 2. Contamination. Un accident, un déversement chimique, une fuite de canalisation, et soudain l'eau du robinet est contaminée. Les autorités émettent un avis d'ébullition, ou même une interdiction de consommation. Que font la plupart des gens? Paniquer. Ils achètent des bouteilles d'eau qui sont absentes des rayons. Vous avez votre propre eau qui n'est pas affectée par un tel incident. L'eau de pluie ne fait pas partie du système municipal. C'est une source indépendante. Scénario 3. Sécheresse. L'été est chaud. Il ne pleut pas pendant des semaines. Les municipalités imposent des interdictions d'utilisation de l'eau. Pas d'arrosage du jardin, pas de remplissage des piscines, uniquement la consommation absolument nécessaire. Vos voisins regardent leur jardin dépérir. Pas vous. Vous avez votre réserve. Vous avez collecté quand il pleuvait encore. Et quand votre réservoir commence à baisser, vous êtes au moins mieux lotis que ceux qui n'ont rien. Et la pluie suivante finit toujours par arriver. Scénario 4. Crise à long terme, effondrement économique, défaillance du système, peu importe. L'infrastructure s'effondre ou ne fonctionne que de manière limitée. L'eau est rationnée, chère ou insalubre. Dans une telle situation, votre système devient non seulement utile, mais vital. Il vous donne une ressource que les autres n'ont pas. Il vous donne une liberté d'action. Vous pouvez prendre des décisions que d'autres ne peuvent pas prendre parce que vous avez un approvisionnement de base. Je ne peins pas de fantasmes de catastrophe ici. Je vous montre des scénarios réalistes qui se sont tous réellement produits dans un passé récent en Allemagne ou dans d'autres pays développés. Des coupures de courant ont eu lieu, des contaminations ont eu lieu,
des sécheresses ont eu lieu. Et des crises plus importantes, même si ce n'est pas à cette échelle ici, se produisent partout dans le monde, tout le temps. La question n'est pas de savoir si une telle chose peut arriver. La question est, êtes-vous prêt quand cela arrive? Votre système d'eau est une police d'assurance que vous pouvez utiliser tous les jours. C'est la différence avec d'autres préparatifs qui ne sont pertinents qu'en cas d'urgence. Une bougie pour une coupure de courant reste dans le placard et attend. Une réserve de nourriture reste au sous-sol et attend. Mais votre système d'eau, vous l'utilisez. Vous arrosez votre jardin avec, vous lavez votre voiture avec, vous remplissez la pataugeoire de vos enfants avec. Il n'est pas passif, il est actif. Et en même temps, il est prêt pour le moment où vous en aurez vraiment besoin. Parlons maintenant de la préparation mentale, car elle est tout aussi importante. Beaucoup de gens construisent des systèmes, puis n'ont pas la discipline ou la conscience de les utiliser correctement. Ils ont 1000 litres d'eau stockée, mais en cas d'urgence, ils ne savent pas comment la rationner, comment la diviser, comment la gérer. C'est une erreur. Vous devez vous entraîner. Pas théoriquement, mais pratiquement. Une fois par an, passez un week-end sans eau du robinet. Coupez l'eau et vivez uniquement de votre système. Vous remarquerez immédiatement où sont les points faibles, où vous devez encore vous améliorer, de quelle quantité d'eau vous avez réellement besoin et comment la distribuer au mieux. C'est un entraînement, c'est une préparation qui compte. Et vous formez aussi votre famille. Quand tout le monde sait où est l'eau, comment le système fonctionne et quoi faire en cas d'urgence, alors vous êtes préparé en tant qu'unité. Ce n'est pas de la folie survivaliste, c'est une gestion domestique sensée. Tout le monde devrait savoir où est la vanne d'arrêt principale, où sont les fusibles, où est l'eau de secours. Ce sont des bases qui allaient autrefois de soi et qui sont oubliées aujourd'hui. Enfin, pour conclure, je vous ai montré dans cette vidéo plus que ce que la plupart des gens sauront jamais sur l'eau. J'ai expliqué la physique, montré la pratique et transmis la philosophie. Vous avez le savoir, vous avez les outils. La seule question qui reste est, allez-vous le mettre en œuvre? Je l'espère. J'espère que vous faites partie des gens qui ne font pas que consommer mais qui agissent. Qui ne voient pas seulement les problèmes, mais construisent des solutions. Qui n'attendent pas qu'il soit trop tard, mais qui anticipent et sont prêts. Votre premier système d'eau est le début d'un voyage. Un voyage vers l'autodétermination, vers l'indépendance, vers la sécurité. Ce ne sera pas la dernière mesure que vous prendrez, mais ce sera l'une des plus importantes. L'eau, c'est la vie. Et celui qui contrôle son eau contrôle sa vie. Dans ce sens, construisez votre système, apprenez, agrandissez-le, partagez vos connaissances et devenez la personne qui est prête quand les autres ne le sont pas. Le monde a besoin de plus de gens comme vous, des gens qui prennent des responsabilités, qui anticipent, qui agissent. Soyez l'un d'entre eux. Merci d'avoir suivi tout cela jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette histoire a changé votre vision des ressources dans votre jardin, alors abonnez-vous à cette chaîne et suivez-nous. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons le futur. Le prochain trésor sera bientôt révélé.